Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo donc de Peloton Panorama. Aujourd'hui nous allons bien sûr discuter donc des classiques ardennaises qui viennent de se terminer cette semaine avec Liège-Bastogne-Liège hier, du Tour des Alpes qui a eu lieu de lundi à vendredi et bien sûr des quelques classiques françaises qui se sont déroulées durant cette semaine, riche en émotions. Allez, sans plus attendre, on rentre au corps du peloton, c'est parti! Donc pour commencer, on va faire ça chronologiquement puisque voilà, on va commencer par faire un peu le résumé de l'Amstel Gold Race, mais je vais d'abord parler des courses masculines. Donc tout d'abord, donc l'Amstel Gold Race, 254 km prévus avec 33 montées donc répertoriées et bien sûr plus de 3000 mètres de dénivelé, donc un parcours donc qui promet donc allez, du suspense, des attaques et bien sûr on n'a pas été on s'est pas du tout ennuyé durant cette course puisque en fait la course s'est décantée très tôt avec les favoris qui commencent à mettre leurs premières attaques vers 85 km de l'arrivée et un groupe de 15 coureurs qui se détachent avec Pogačar, Lutsenko, Pidcock mais pas de Benoot ou pas de Cosnefroy. À 85 km de l'arrivée donc ce groupe se détache du peloton et en fait il restera à 30 secondes du peloton en jouant au chat et à la souris donc jusqu'à l'arrivée. Mais attention, ce groupe n'arrivera pas en entier sur la ligne d'arrivée puisque à 35 km de l'arrivée, donc les premières grosses offensives dans ce groupe d'échappés arrivent et Pogačar met une première attaque et seul Ben Illy, le coureur de l'IF Education Easy Post et donc bien sûr Tom Pidcock d'Ineos arrive à le suivre. On voit donc ici que Pogačar a déjà une jambe au-dessus, il ne semble pas souffrir, même son faciès ne montre pas forcément qu'il a une grande difficulté. Et il remet ça. À 28 km de l'arrivée, donc dans le Kottenberg, donc il met une attaque très tranchante et là il arrive à décrocher aussi bien Pidcock qu'Illy. Alors ce qui est assez marrant, c'est que en fait Van der Poel avant cette course, Van der Poel et Van Aert n'avaient pas fait la course Amstel. Et en fait il dit à Pogačar, si tu veux mettre une mine, si tu veux attaquer et te démarquer des autres coureurs, de tes concurrents, attaque dans le Kottenberg, c'est la bosse la plus dure et elle est effectivement très bien placée dans le circuit pour faire des dégâts. Pogačar réalise ça avec brio, il s'envole, il prendra jusqu'à 38 secondes d'avance donc sur Ben Illy, le coureur de l'IF, donc très impressionnant, qui est capable quand même de rouler derrière. Et Pogačar donc s'impose, il réalise donc l'exploit donc de remporter l'Amstel en solitaire. Et alors on peut déjà se demander, allez, le triplé ardennais peut-être pour Pogačar, sachant qu'il avait clairement une jambe au-dessus. Pidcock termine 3ème et après deux coureurs derrière se règle le sprint avec notamment Andreas Kron. La suite logique donc, la classique La Flèche Wallonne, avec donc cette célèbre arrivée au mur de Huy, une montée de 1,3 km à 9,6% de moyenne et avec des passages à 19% de pente. Alors généralement à chaque édition de la Flèche Wallonne, c'était assez régulièrement donc une course de côte, les favoris n'attendant que la dernière montée donc pour produire leur effort maximal afin de remporter la course, et même si le parcours était très sélectif avant, Côte des Refs, Côte de Chorave, on n'a jamais réellement vu d'attaque de favoris sur cette classique avant donc ce mur de Huy. Et bis repetita donc à cette même course, donc Flèche Wallonne 2023, les favoris attendent le dernier moment, mais en fait déjà à partir de ce moment-là, on sait que Pogačar il est quand même une jambe au-dessus parce que quand on regarde la liste de départ en fait, ses adversaires sont plutôt que des outsiders, c'est-à-dire que ils ont quand même une chance de gagner, mais elle est quand même maigre par rapport au favori donc qui est allé Pogačar. On peut notamment citer Matthias Kelmose, Mikel Landa, Romain Bardet, etc. Et effectivement, quand on arrive dans le mur de Huy, mercredi, là on voit clairement que Pogačar, il monte assis, tout le monde est en danseuse, lui il monte assis, pas essoufflé. Et bingo, à 300 mètres, il met son offensive. Seul Skelmose dans un premier temps arrive à le suivre, mais clairement on voit qu'il est au-dessus. Il s'impose avec quelques secondes d'avance donc sur le coureur de la Trek Segafredo qui est d'ailleurs très impressionnant en ce début de saison. Et alors là c'est encore une grande avancée donc dans ce triplé ardennais parce que il gagne l'Amstel, il gagne la Flèche, mais où il va s'arrêter Pogačar? Et donc à ce moment-là on se dit allez, Liège-Bastogne-Liège peut-être. Mais attention, il y a un truc à ne pas négliger, c'est que durant ces deux premières courses, Pogačar il a pas trop de favoris, on va dire ça comme ça. Et sur Liège-Bastogne-Liège, là, il y a Remco Evenepoel, le champion du monde, et donc le tenant du titre de cette doyenne des classiques. Et là, ça promet un duel épique. Voilà, ils ne sont pas encore affrontés en 2023, c'est les deux meilleurs coureurs du monde actuellement. Voilà, on attend que ça, la doyenne des classiques.
Et justement, elle arrive, cette doyenne des classiques. Et donc, environ 258 km sont au programme. Et des montées finales bien connues comme la Roche au Faucon, le col de la Redoute, le col du Rosier, également donc la côte des Forges. Toutes ces côtes-là qui vont permettre une course très offensive. Mais justement, malheureusement, on va être un peu déçu parce que Tadej Pogačar est victime du chute, donc au kilomètre 85. Et en fait, on va même être au courant après parce que à ce moment-là, la course n'est même pas télévisée. Et là, on est forcément déçu parce que, en fait, Pogačar s'était retrouvé donc esselé au niveau de ses concurrents lors des deux premières classiques ardennaises. Et là, Evenepoel, il est tout seul. Alors, est-ce qu'on va voir réellement du spectacle ? L'année précédente, donc Evenepoel avait attaqué dans le col de la Redoute à environ 30 km de l'arrivée et avait fait un raid solitaire. Et en fait, c'est pareil. Cette année, Evenepoel, voilà, il met son attaque au même moment, ses équipiers s'écartent au même moment, et là, en fait, personne n'est capable de suivre Evenepoel. Il se met dans sa position favorite, celle de contre-la-montre, voilà, en pacing sur le vélo. Et puis là, il prend vite 1 minute 30, personne ne veut rouler sur lui, et pourtant il y a un peloton derrière en furie. Après, quand vraiment ça s'organise, mais en fait, on a l'impression que Evenepoel était sur sa promenade de santé. Et c'est vraiment dommage que du coup Pogačar n'ait pas été présent à ce moment-là parce qu'on aurait pu s'attendre à un duel plus épique, plus intéressant. On aurait été plus devant notre télé à se dire qui va gagner la Liège-Bastogne-Liège. Et finalement, il n'y a pas eu tellement de suspense parce que une fois qu'Evenepoel était tout seul, le pronostic était facile quoi. Sa cote était clairement réduite. Voilà, ce Liège-Bastogne-Liège, il a un peu un goût bizarre parce que on s'attendait à un duel épique entre ces deux coureurs qui ne s'étaient pas encore affrontés en 2023 et finalement Evenepoel se retrouve tout seul, gagnant sur sa promenade de santé en fait, parce que même on voyait dans la descente vers Liège, il a arrêté de pédaler le mec, donc ouais c'est un peu décevant, même si ça montre que ces deux coureurs quand ils n'ont pas favoris, en fait ils font un peu peur. Personne n'a vraiment envie de les suivre un peu, c'est un peu ça. Est-ce que le peloton développerait un peu une crainte pour ces deux coureurs ? Voilà, c'est un peu décevant qu'on n'ait pas vu ce duel. Sinon, après, on peut quand même tirer un bilan positif dans le sens où quelques coureurs se sont fait remarquer. Donc les Trek, bien sûr, avec Ciccone et Skelmose. Pidcock termine deuxième après sa troisième place sur l'Amstel Gold Race. Bon bilan pour le Britannique, donc d'Ineos. Buitrago, celui qui avait fait le Tour des Alpes, d'ailleurs, on va parler de cette course-là juste après. Termine troisième de ce Liège-Bastogne-Liège. Et on a vu à l'attaque notamment le Français Victor Lafay et Romain Bardet qui était d'ailleurs qui jouait les positions donc dans la côte de la Redoute avant l'attaque d'Evenepoel. Mais ces gars-là, ils n'ont pas fait non plus un classement extraordinaire, ils sont pas rentrés dans le top 5. Donc pour ce Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu la fin des Ardennaises. Un bilan positif dans le sens où on a vu les meilleurs coureurs, les favoris qui sont partagés la victoire. Ça montre clairement qu'ils sont au-dessus du lot. Mais c'est un peu décevant dans le sens où on n'a pas vu donc des duels qui nous ont un peu tenu en haleine devant notre télé. Maintenant, je vous invite à passer au résumé donc, du Tour des Alpes, autre course majeure de la semaine. Allez, c'est parti. Donc, de lundi à vendredi a eu lieu le Tour des Alpes, donc sur 5 étapes, s'étendant donc d'abord sur la région autrichienne, ensuite sur la région italienne, donc d'abord le Tyrol et ensuite le Trentin. Des étapes très montagneuses, toutes montagneuses en fait, avec un plateau qui était un peu un plateau de préparation pour le Tour d'Italie, donc qui aura lieu dans 2 semaines. Sur la ligne de départ, donc les coureurs de l'équipe Ineos, avec 4 coureurs capables de gagner le Tour des Alpes. Arensman, Geoghenaert, Sivakov et Thomas. Ivan Sosa, le grimpeur colombien de la Movistar. Les deux leaders de la Bora de Bahrain Victorious, donc Jack Haig et Santiago Buitrago. Le coureur de la Bora, Alexander Vlasov. Et le coureur de l'IF, Hugh Carty. Donc sur ces deux premières étapes du Tour des Alpes, on voit l'équipe Ineos s'illustrer avec un seul coureur, Tao Geoghenaert, même si ils ont fait un gros travail derrière. Un premier coureur se dégage dans le sens où Ineos, il doit faire un choix de leadership, et ça, le Tour des Alpes, c'est une bonne préparation pour 1. Arriver en forme au Giro, et 2. Commencer à se dire qui sera leader. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, donc, si selon vous, Tao Geoghenaert restera leader pour le Tour d'Italie, ou bien s'il y aura peut-être un changement de leadership. Donc, voilà, sur ces 2 premières étapes, Tao Geoghenaert vainqueur, il a donc le maillot de leader. Ensuite, sur les 3 étapes suivantes, on voit des baroudeurs s'illustrer avec Lennart Kämna de la Bora Hansgrohe. 4e étape, victoire de Gregor Mühlberger.
Après 3 ans sans victoire, donc le coureur de la Movistar s'impose dans les régions italiennes et non pas autrichiennes, pourtant il aurait pu être donc chez lui. Et à la 5e étape, victoire de Simon Carr, l'anglais de l'IF. Et oui, donc lors de la 5e étape, lors du dernier jour, on aura vu beaucoup d'anglais sur les podiums parce qu'en fait, au final, c'est Tao Geoghegan qui gagne le Tour des Alpes avec une victoire au classement général devant Jack Egg notamment, le coureur de la Bahrain Victorious. Bilan positif pour l'équipe Ineos qui montre qu'elle est clairement au-dessus niveau collectif, qu'elle a des cartes très importantes donc pour ce Tour des Alpes qui serviront sûrement pour le Tour d'Italie. Bahrain Victorious très intéressant parce que voilà, elle place Jack Egg deuxième du général. On l'a vu à l'attaque la première étape. Buitrago, bon, un peu en dedans, mais après voilà, on l'a vu à l'action à Liège-Bastogne-Liège. Bilan pour la Boransgreux, mauvais pour Vlasov qui arrête la course. Alors je crois que c'était en rapport avec Liège-Bastogne-Liège par rapport au nombre d'engagés, mais on l'a pas non plus vu trop à l'attaque. Le bilan, allez, on va dire s'équilibre avec la victoire de Kamna. Un bilan plutôt satisfaisant de ce Tour des Alpes, qui est de bon augure pour le Tour d'Italie, qui promet. Après, on aimerait quand même voir plus d'attaques du côté des Ineos, parce que on disait qu'ils faisaient plus trop leur train, mais en fait, finalement, dans les premières étapes, ils aimaient bien faire leur petit train. On peut maintenant passer donc aux Ardennaises, donc on va revenir sur ça, mais les Ardennaises féminines. Demi Vollering donc qui réalise le triple ardennais, c'est magique. Après Anna van der Breggen donc en 2017, la néerlandaise donc réalise cet exploit de remporter Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège dans la même année. Sur la première Amstel, donc on n'aurait peut-être pas dit qu'elle aurait gagné, mais en fait elle réalise le coup du kilomètre, donc plus précisément à 1,8 km, donc c'est plus proche de 2 km, mais c'est un peu l'expression dans le cyclisme, c'est que en fait il y a certains coureurs qui essaient de fausser compagnie au peloton afin d'éviter le sprint juste avant l'arrivée. Et là donc elle réalise ce coup du kilomètre parce que elle réussit à s'extirper du peloton et arriver en solitaire donc sur la ligne d'arrivée à Berg-Enterblitz. Sa coéquipière Lotte Kopecky règle le sprint final. Et déjà du coup Demi Vollering qu'on avait déjà vu à l'attaque au Strade Bianche et au Dwarsvor-Vlaanderen, elle montre qu'elle est à nouveau une des meilleures coureuses du peloton. Lors de la Flèche Wallonne, elle gagne cette course là donc au sommet du mur de Huy après un duel avec Liane Lippert, donc la coureuse de Movistar. Et là on se dit alors est-ce qu'elle va réussir ce triplé, et bingo, elle a réussi. À Liège-Bastogne-Liège, donc elle a réussi à s'extirper après la Roche au Faucon, donc à une dizaine de kilomètres de l'arrivée avec Elisa Longo-Borghini, la coureuse de la Trek Segafredo, et elle la ligne au sprint. Voilà, donc ça montre maintenant que Demi Vollering est dans la cour des grands. Celle qu'on a vue donc avec le maillot à pois l'année dernière au Tour de France, peut-être qu'elle peut aussi nous faire rêver sur ce genre de course, même si là on voit qu'elle est quand même plus puncheuse. C'est très intéressant de la voir évoluer donc dans ce peloton-là. C'est pareil, c'est une certaine hégémonie parce que, encore une fois, chez les garçons, on a vu que certains coureurs étaient vraiment au-dessus des autres, Evenepoel, Pogacar. Et là, Vollering, c'est pareil en fait, on a l'impression qu'elle est imbattable. Donc voilà, bilan positif pour Demi Vollering sur ces 3 classiques ardennaises. Ensuite, on peut passer donc aux 3 classiques françaises qui ont eu lieu le week-end de l'Amstel Gold Race, enfin du vendredi au dimanche. Là d'ailleurs, la dernière des 3, donc Tour du Doubs, avait été une manche de Coupe de France LNC. Donc la première classique des 3, classique Grand Besançon-Doubs le vendredi 14, avec la victoire donc de Victor Lafay, le coureur de la Cofidis, devant donc Lenny Martinez de la Groupama et Roger Adria, le coureur espagnol donc de l'équipe Kern Pharma. Il montre à nouveau donc qu'il est un des meilleurs punchers français donc du peloton. Et d'ailleurs on l'a vu à l'attaque et on l'a vu faire 6ème de la Flèche Wallonne mercredi. Ensuite le samedi donc le Tour du Jura avec la victoire de Kevin Vauquelin qui s'était déjà illustré sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var en février. Il termine devant Thibaut Pinot et Guillaume Martin. Et enfin le dimanche, Tour du Doubs avec la victoire donc de Gilles Serrada, donc qui fait un peu le back-to-back pour Cofidis. Et devant Thibaut Pinot encore une fois, décidément. Est-ce qu'il va réussir à monter sur la première marche du podium? Et le français est donc Nance Peters en 3ème position, le coureur de la GZR Citroën. Vous l'attendiez tous, donc je vais vous délivrer maintenant mon flop puis mon top de la semaine. Donc d'abord le flop, Geraint Thomas. On l'a pas vu trop à l'attaque, il était plutôt en rôle d'équipier durant ce Tour des Alpes. Celui qui avait fini 3ème du Tour de France donc 2022 devant David Gaudu et derrière Vingegaard et Pogacar, voilà, il est un peu décevant. Alors est-ce qu'il est un peu sur la pente descendante parce que voilà, il vieillit, il a 36 ans, Geraint Thomas. Mais c'est quand même décevant de voir à ce niveau-là Geraint Thomas parce qu'on l'a pas vu à l'attaque. Il était juste équipier, peut-être qu'il avait une jambe en dessous, mais il faut quand même se rappeler qu'il va faire le Tour d'Italie et on aimerait le voir dans les pôles position. Donc ouais, un peu un flop Geraint Thomas cette semaine. On espère qu'il va se relever d'ailleurs, le coureur gallois. Maintenant le top, bien sûr. Voilà, le choix va être très rude. Vollering, c'est pas forcément la coureuse que j'aurais mis parce que même si elle a fait ce triplé ardennais,
Chez les filles, la concurrence était encore, on va dire, plus faible, on va dire ça comme ça. Même si il y avait l'autre Kopecky, mais c'est son équipière. Du coup, je vais choisir un top masculin. Et devinez quoi, je vais choisir donc Pogačar parce que on n'a pas pu voir ce duel entre Evenepoel, entre Evenepoel et Pogačar. Peut-être que j'aurais choisi Evenepoel si Evenepoel avait gagné face à Pogačar, mais ce n'a pas été le cas. Pogačar parce qu'il a gagné l'Amstel et la Flèche, il montre qu'il est au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, donc, il a 63% de réussite sur ses courses, c'est énorme, c'est du jamais vu. Même à l'époque d'Eddy Merckx, donc on n'a jamais vu ça. Il a fait 19 courses, il a gagné 12 fois sur des grandes courses en plus. Avec aussi cette victoire sur le Tour des Flandres, etc. Il fait un peu peur à ses adversaires. Personne n'a envie d'aller le chercher. Lorsqu'on fait les bilans après les courses, ceux qui se sont vaincus disent « Allez, je suis content d'être deuxième derrière Pogačar ». Est-ce que la concurrence est écœurée? Ça sera à voir dans les prochaines courses. Est-ce qu'on va avoir cette généralisation derrière Pogačar? Mais en tout cas, c'est sûr que le prodige slovène montre qu'il est au-dessus, montre qu'il est au rendez-vous. Est-ce qu'il va réussir à continuer sur cette lancée jusqu'au Tour de France? On verra. Cette vidéo touche à sa fin, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Au sujet de ces Ardennaises qui sont déroulées donc la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour suivre les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera sur les jeunes prometteurs du peloton cycliste hommes qui n'ont pas encore gagné en World Tour. Allez, je vous dis à très vite. Salut à tous!